Nous allons traiter de la dérive, de supposée dérive autoritaire de l'État en France avec Caroline Monod, donc, qui est directrice adjointe de la rédaction et qui va prendre la direction des rédactions du Monde à la fin de ce mois, Nicolas Chapuis, spécialiste police-justice de la rédaction, et Aude Dassonville, journaliste média spécialisé des médias. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. Et je vais commencer par un premier tour de table avec une première question pour Caroline. Le Monde a toujours été particulièrement sensible à la question de la protection des libertés publiques. Faut-il pour autant s'arc-bouter sur ce sujet alors que la demande d'une partie importante de la population française est aujourd'hui sécuritaire? Alors bonjour tout d'abord. D'abord, on est un journal qui, à ce titre, sait que la société est traversée de demandes contradictoires et notre boulot, c'est de rendre compte de ces demandes contradictoires. Nous sommes dans une période de crise multiples, sanitaire, crise terroriste, défiance politique. Et dans ce cadre-là, il y a une demande de protection et de sécurité qui émane de la société qui est très forte. Par ailleurs, dans notre ADN et dans l'ADN du journal, il y a un rôle de vigie et un rôle de vigilance permanente sur les libertés publiques que nous pensons constitutives de l'ADN du journal et qui nous amène à en permanence interroger et questionner la place du curseur entre besoin de protection et paix publique et liberté publique. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous interrogeons et nous estimons que c'est notre travail d'interroger les législations en cours. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on assiste depuis 2001, avec l'attentat du World Trade Center, à un mouvement général un peu partout dans les pays occidentaux, dans les démocraties, qui sont des démocraties, à un resserrement des dispositifs en matière de sécurité, un arbitrage sécurité-liberté publique qui, en permanence, fait un curseur sécurité qui a tendance à être constamment déplacé en défaveur des libertés publiques. Et nous, ce que nous considérons, il y avait une interview assez intéressante récemment de Pierre Rosanvallon qui disait en gros que dans les périodes de crise multiples, telles que celles que nous la traversons, puisque donc crise sanitaire, crise terroriste, etc., un gouvernement ressent quelque part, à juste titre, toujours, le besoin d'être un pouvoir fort, mais un pouvoir fort, dans une démocratie, ça veut dire qu'il y ait aussi des contre-pouvoirs forts. Et nous, notre travail, avec modestie et humilité, est aussi de jouer ce rôle de contre-pouvoir fort. Merci Catherine pour ces précisions. Une question pour Nicolas. Certains médias affirment que les débordements de violence observés lors des manifestations sont le fruit d'une stratégie délibérée des forces de l'ordre, et d'autres qui disent que ça vient d'éléments radicaux style Black Bloc. Qui faut-il croire et comment expliquer ces divergences d'analyse? Alors bonjour à tous les lecteurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la couverture des manifestations en France est devenue depuis quelques années une matière extrêmement compliquée, extrêmement politique, évidemment. Ça l'a toujours été, ça, mais extrêmement compliqué, tout simplement parce qu'il ne se passe quasiment plus de manifestations en France sans qu'il y ait des débordements, qu'ils soient de la part des manifestants ou parfois de la part des forces de l'ordre avec tous les cas de violences policières que nous avons pu recenser, enquêter, éprouver. La question de la responsabilité première, c'est évidemment la question centrale des manifestations qui est extrêmement dure de trancher. C'est la question de la poule et de l'œuf, les deux camps s'accusant toujours l'un l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a dans les manifestations, de manière très régulière, et pas dans toutes les manifestations parce qu'il faut des conditions qui sont réunies, mais il y a la présence dans toutes les manifestations désormais d'éléments radicaux qui ont pour but de faire dégénérer la manifestation, d'avoir une forme de casse matérielle importante, qui ont pour but de s'en prendre aux forces de l'ordre, etc.
il y a ces aimants-là qui ont besoin en général d'une manifestation massive, nombreuse. C'est les fameux Black Blocs, avec ce terme qui est un peu trompeur, puisque Black Bloc, il s'agit davantage d'une technique, c'est-à-dire des gens qui se constituent avec des vêtements noirs et qui, une fois qu'ils ont commis leur action, vont se fondre dans le reste de la manifestation, retirer leurs vêtements et en fait se transformer en manifestants lambda. Voilà, ces Black Blocs-là, c'est extrêmement difficile à gérer pour les autorités parce que justement, ils se mélangent aux autres manifestants. On n'a plus, comme on pouvait l'avoir auparavant, un cortège de tête bien délimité avec des manifestants plus virulents. Et puis derrière, le cortège syndical protégé par un service d'ordre. Aujourd'hui, les manifestations sont beaucoup plus poreuses. Donc, déterminer les responsabilités entre qui a fait démarrer les échauffourées, c'est devenu très, très compliqué. En même temps, de l'autre côté, ce sont les forces de l'ordre qui ont, selon la célèbre formule de Weber, le monopole légitime de la violence, mais qui ont en retour également la responsabilité de notre droit en tant que citoyen français à manifester dans le calme. Et il faut admettre que depuis quelques années, les forces de l'ordre françaises sont en échec face à ces militants-là, mais pas que. Elles sont en échec dans leur stratégie de maintien de l'ordre, peut-être par péché d'orgueil, parce qu'elles ont cru, elles ont dit pendant des années qu'elles étaient un modèle. Il y avait le modèle de maintien de l'ordre à la française. C'est un modèle qu'elles n'ont pas remis en cause ces dernières années, malgré l'évolution des formes de protestation. C'est un modèle dont elles se sont gargarisées, parfois à juste titre, mais au fur et à mesure, elles n'ont pas vu que d'autres pays évoluaient, avaient des choses intéressantes. Elles n'ont pas voulu regarder les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, elles se retrouvent face à leurs propres limites et elles se retrouvent en difficulté parce qu'elles sont fragilisées là où elles pensaient finalement exceller. Et clairement, depuis un an ou deux, depuis même peut-être un peu plus longtemps, mais disons depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, on voit bien que la stratégie de maintien de l'ordre est en échec en France. Et donc, il y a une responsabilité de la part des autorités, de la part de l'État, à remettre en cause la doctrine actuelle, à réfléchir à ce qui se passe autour de nous, en Allemagne, en Espagne, dans d'autres pays qui se trouvent autour de nous et qui gèrent les manifestations de manière différente, pour permettre tout simplement aux citoyens d'exercer leur droit de manifester. Déterminer les responsabilités, c'est vraiment très difficile. Ce qui est certain, ce qu'on peut dire aujourd'hui de manière certaine pour l'avoir constaté dans la manifestation, c'est donc ça, c'est que d'un côté, il y a une frange de manifestants radicaux qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre. De l'autre côté, on a des forces de l'ordre qui ont été dépassées par les événements, qui ont mal géré leur stratégie depuis 2 ans, et un certain nombre de membres des forces de l'ordre qui ont commis ce qu'on appelle au monde sans les guillemets de rigueur du côté de l'État, des violences policières, c'est-à-dire des actes de violence illégitimes sur un certain nombre de manifestants qui étaient pacifiques. Merci. Question pour Aude, cette fois-ci. On revient sur la loi de sécurité globale qui a mis en exergue l'affrontement entre les médias et la police. On a beaucoup parlé de menaces sur la liberté de la presse, mais finalement assez peu de la protection des policiers qui était au cœur de cette loi de sécurité globale. Est-ce qu'on peut parler d'une hostilité installée définitivement entre médias et policiers maintenant ? Effectivement, les promoteurs de la loi ont mis en avant la nécessité de protéger la police, particulièrement. Pour étayer cette demande, il a été question beaucoup de l'attentat de Magnanville, où 2 policiers, vous vous souvenez, avaient trouvé la mort parce qu'un assaillant était venu chez eux, ils avaient été tués chez eux. Et donc, pour expliquer à quel point les forces de l'ordre sont menacées, cet exemple était mis en avant pour dire voilà, il faut faire quelque chose pour qu'on ne puisse pas les retrouver via les réseaux sociaux, qu'ils ne puissent pas être sujets à la vindicte, qu'ils puissent vivre leur vie privée correctement. Il se trouve juste qu'il n'y a aucune preuve aujourd'hui que les réseaux sociaux aient été impliqués, que leur image a été diffusée sur les réseaux sociaux et que ce soit comme ça que le terroriste les ait retrouvés. Donc l'exemple de départ pour justifier un peu cette nécessité de protection,
et il n'est pas le meilleur, quoi. On peut évidemment regretter tout ce qui s'est passé, la violence de ce qui se fait et la volonté, le désir des forces de l'ordre de se sentir plus protégées, mais il se trouve que c'était le mauvais exemple. Alors après, à partir de là, voilà, est-ce qu'il y a hostilité vraiment entre les médias et les policiers? Je voudrais pas faire de généralité, évidemment, parce que ce serait débile, ça n'a aucun sens. Mais en l'occurrence, si on se pose la question, c'est bel et bien, comme le disait Nicolas, qu'il y a eu depuis novembre 2018, les épisodes des Gilets jaunes. Comme il le disait, il y a eu des violences constatées, etc. Et qui a été le premier ou les premiers qui ont été les premiers à les filmer? Ce sont des journalistes indépendants, souvent précaires, qui se retrouvaient au cœur des cortèges et qui ont comment dire, fait les images de ce que les policiers auraient préféré ne pas avoir divulgué. Donc, c'est des images qui ont été vendues, en tout cas reprises sur les chaînes d'infos, dans les journaux. Il a fallu un petit peu de temps. Donc, avant que ces violences soient reprises après par le cœur des médias mainstream. Mais en l'occurrence, si ces images faisaient pas plaisir peut-être aux policiers ou aux forces de l'ordre en général pour les voir apparaître, il se trouve que je pense que c'est la répétitivité des épisodes qui font que c'est devenu désagréable pour tout le monde. Et si là où éventuellement je sais pas, il y avait des manifestations plus sporadiques avec des violences peut-être qui ont ciblé des journalistes, peut-être qu'on ne se serait pas aperçu à ce point-là que les journalistes étaient aussi ciblés, alors qu'en l'occurrence, il y a eu des journalistes qui étaient vraiment, qui se sentaient traqués, qui ont été arrêtés, qui ont été gardés à vue, le matériel a été saisi, etc., etc. Du coup, voilà, effectivement, il y a eu des hostilités. Maintenant, est-ce que c'est rédhibitoire? Je n'en sais rien, je m'avancerai pas, je le dirai pas. Mais du coup, ces images qui ont été importantes pour pouvoir nommer ces violences policières, elles sont devenues de fait un contre-pouvoir, la preuve d'un contre-pouvoir, ce qui rend d'autant plus délicat du coup le désir, enfin les désirs exprimés à l'intérieur de la loi sécurité globale, qui est évidemment d'étouffer, oui, de limiter la diffusion de ces images, quoi. Alors justement, il y a pas mal de questions sur une remise en perspective. Peut-être une question pour Caroline. Depuis les débuts de la Ve République, nous demande 16 décembre, le pseudo, a-t-on déjà vécu une telle défiance envers la police? Alors, bon, en fait, c'est très compliqué parce que c'est un peu compliqué. La police a évolué depuis les débuts de la Ve République. Hein. On n'a plus la même police. La police du début de la Ve République est une police qui traverse, entre autres, la guerre d'Algérie. Qui n'est plus la police d'aujourd'hui, qui n'est plus formée de la même façon, qui n'est absolument pas formée de la même façon. Enfin, je veux dire, je pense que les comparatifs seraient un peu abusifs et n'auraient pas grand sens. Ce qu'on voit, alors, il faut faire bien attention sur la défiance vis-à-vis de la police, parce que, en tous les cas, ce que semblent montrer les sondages, c'est que une majorité de la population a plutôt confiance en la police et soutient son action. Reste que une minorité importante et des gens qui, par ailleurs, souvent ou parfois sont confrontés à l'exercice de la profession policière, que ce soit en sécurité publique via les contrôles, que ce soit en maintien de l'ordre lors des manifestations. Il y a en tous les cas une minorité non négligeable de la population qui émet des réserves sur l'action policière, voire qui dit craindre l'action et le comportement de la police, qui pose un vrai problème. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, et peut-être Nicolas pourra nous en dire deux mots, je pense que dans une société démocratique un peu apaisée et un peu normale,
Alors, société démocratique apaisée, c'est pas tout à fait ce qui est le cas aujourd'hui. On devrait pouvoir avoir un débat, lui, apaisé sur ce qu'on attend de la police. Qu'est-ce qu'une police démocratique, voilà, qu'est-ce qu'on tolère dans son action, qu'est-ce qu'on ne tolère pas, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce débat est très difficile à avoir. Et pour plusieurs raisons d'abord, parce qu'il y a une crispation côté police, qui est une institution dont le personnel ne va pas très bien, voilà. Et puis, parce que l'institution policière, du fait d'une demande de sécurité, etc., est beaucoup utilisée pour répondre un peu ou pour afficher des messages un peu clientélistes, un peu électoraux. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut? Ça doit être quoi la police du XXIe siècle, dans un État démocratique, dans ses rapports avec la population? En fait, ce débat, en réalité, qui est un vrai débat de fond, est très peu mené. Oui, alors justement, il y a Fred qui nous dit la justification de la répression s'appuie sur l'idée que la société serait de plus en plus violente. Or, les chiffres des sociologues prouvent le contraire. Sur le long terme, les sociétés occidentales sont de plus apaisées. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que la société est de plus en plus violente? Est-ce que c'est la couverture médiatique? Est-ce que les médias sont responsables de ça? Ou est-ce que c'est un sentiment qui s'appuie sur des choses tangibles? Nicolas? Alors, bon courage. Ça serait compliqué de sortir toutes les études sur est-ce qu'on est une société plus apaisée. Ça veut tout et rien dire. Il y a les chiffres de la délinquance qu'on va sortir chaque année, et encore, ils sont extrêmement contestables. La façon dont ils sont faits est extrêmement contestable par plein d'aspects. Il y a le sentiment d'insécurité dont on parle toujours, qui est très compliqué à mesurer, qu'il ne faut pas non plus écarter totalement du tableau. Voilà, c'est extrêmement compliqué de répondre. Est-ce que la société est plus violente ou moins violente qu'avant? Évidemment, si on pense aux différentes guerres que le pays a connues en 39-45, la guerre d'Algérie, etc. Évidemment, aujourd'hui, on est dans des guerres, enfin, on est dans des guerres, mais qui sont extérieures au territoire français. Voilà, donc on est dans une société évidemment plus apaisée qu'à une certaine époque. En revanche, il y a une plus grande violence qui n'existait pas à une autre époque, notamment sur les réseaux sociaux, en ligne. C'est une violence qu'il ne faut pas minimiser parce qu'elle mine énormément de gens et qu'elle fait partie du quotidien d'énormément de personnes. Évidemment, nous, les médias, on a une responsabilité dans la couverture de l'actualité, à quoi on donne de l'importance, et donc forcément, dans le sentiment que peuvent avoir les gens de la violence qui nous entoure, nous avons une responsabilité. Je reprends juste deux choses qui se sont dites auparavant sur la question du rapport à la police de la population. Caroline a entièrement raison dans son analyse. En France, les gens majoritairement ont confiance dans la police nationale. Toutes les études le montrent, étude après étude. Cette confiance est en train de diminuer, de s'éroder, mais pas non plus de manière massive. On parle encore de 70% environ de la population qui estime avoir confiance en la police nationale. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que plus les gens ont affaire à la police nationale, et notamment dans certains quartiers populaires en France, moins ils ont confiance à la police nationale. En gros, moins on a affaire à la police nationale, plus on a confiance en elle. Et donc, la plupart des gens qui ont affaire à la police nationale, ensuite, ont moins confiance en elle. Et ça, c'est un vrai problème que la police nationale ne veut pas regarder en face en s'abritant derrière les études qui disent, dès qu'on parle avec un policier, il y a toujours « mais oui, mais 70% des gens nous font confiance ». Oui, mais un, ça se dégrade, et deux, quand les gens ont affaire à vous, après, ils ont moins confiance. Donc, c'est évidemment un gros problème. La deuxième chose, c'est que, et je rebondis encore sur ce qu'a dit Caroline, on a une police nationale sur laquelle on devrait pouvoir débattre, elle l'a dit, de manière démocratique, mais on a une institution qui est assez fermée à la discussion, notamment à cause des syndicats de police qui jouent un rôle qui est
un rôle de défense. Ils pensent être dans la défense de l'institution, mais ils sont dans une défense catégorielle très forte des intérêts à l'instant T des fonctionnaires. Et ils oublient souvent ce qui est, à mon avis, leur intérêt à long terme, à savoir une vraie discussion de fond, de remise en cause de l'action de la police, de savoir pourquoi il y a un certain nombre de pratiques qui sont en cours. Par exemple, les policiers sont incapables de réfléchir à la question des contrôles d'identité. C'est une question qui les bloque immédiatement parce que tout de suite, c'est la question des récépissés, des contrôles aux faciès. Et du coup, à cause de ces blocages-là, ils sont incapables d'avoir des discussions de fond, par exemple, de savoir pourquoi est-ce que la police française contrôle autant à travers tout le pays de manière extrêmement massive sans se donner les moyens de connaître son action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le ministre de l'Intérieur serait incapable de vous dire combien la police française mène de contrôles par jour dans le pays. Ce qui veut dire que ce qui est la base de son action en France, le contrôle d'identité, ce qui n'est pas la base de l'action de plein de polices à travers le monde, ce qui est la base de son action en France, le ministère de l'Intérieur refuse de se doter d'outils capables d'évaluer l'efficacité de son action. Et on voit à travers ce simple exemple-là qu'on est face à une institution qui est perclue de tabous et qui, au nom d'une défense catégorielle assez forte, avec des syndicats qui sont très puissants, puisqu'il y a plus de 80% de participation aux élections professionnelles, et donc ça leur donne forcément une assise qui est importante, on a un refus de la discussion de fond, de la remise en cause profonde de l'action de la police au quotidien, de réflexion sur ce qui se passe dans d'autres pays, je l'ai dit tout à l'heure, sur la question du maintien de l'ordre, notamment tout ce qui est technique de désescalade qui viendrait d'autres pays, mais c'est valable sur la sécurité publique, sur d'autres thématiques. Et ça, c'est peut-être, moi, ça fait maintenant 2-3 ans que je couvre la police nationale, c'est vraiment ce que j'ai découvert, c'est qu'on est face à une institution qui refuse de réfléchir sur ses fondements, sur ses bases, sur ce qu'elle fait au quotidien, et qui en fait continue à avancer un peu en allant dans le mur, parce qu'il y a une forme de colère qui monte de la part des policiers qui sentent bien qu'il y a un problème dans leur relation avec la population, et puis il y a une colère de plus en plus importante d'une grande partie de la population qui se sent maltraitée, mal aimée, mal considérée par cette police-là, et que donc ce problème de fond, il va falloir à un moment le traiter, et que ça demande du courage politique. C'est une question qui est hautement politique. Alors, une question aussi sur le traitement médiatique, une question de Pripas qui dit, à votre avis, pourquoi le matraquage de Michel Zecler a eu-t-il plus d'impact médiatique que les mains arrachées ou les gens éborgnés ou la vieille dame tuée à Marseille par un tir de grenade? Est-ce qu'il y aurait 2 poids 2 mesures dans le traitement des infos? Alors, c'est difficile à dire, évidemment, on ne va pas quantifier. Il se trouve que effectivement, il y a peut-être eu un petit temps de réaction de la part des médias pour montrer les violences policières qui réelles. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord passé via les images de reporters indépendants avant que les grandes chaînes les reprennent. Donc, on ne peut pas dire qu'elles ont été passées sous silence, mais il a fallu un certain temps pour effectivement les faire remonter, les commenter, les admettre et les nommer. On l'a vu pour la plupart des médias. Et en l'occurrence, les images de Michel Zecler, elles sont arrivées dans un contexte qui était déjà explosif. C'est-à-dire que au moment même où il y avait une mobilisation qui était en train de monter de plus largement possible autour du projet de loi sécurité globale, c'est comme si elles arrivaient à pic pour justifier le débat, pour justifier les arguments ou des uns ou des autres, évidemment, selon le point de vue où on se place. Donc, je ne voudrais pas comparer, mais en revanche, les contextes étaient franchement différents. Ouais. Bon, bah, par ailleurs, si je puis me permettre, dans l'affaire Michel Zecler, on a toutes les images, quoi. À la différence on a absolument tout le déroulé de l'agression dont a été victime le producteur de musique. Ce qui montre bien que les images changent tout. Aujourd'hui, dans le journal, on revient sur une affaire qui s'est déroulée à Marseille également, d'une jeune femme qui, en marge d'une manifestation des Gilets jaunes, s'est retrouvée, a été touchée par
par un tir de LBD et ensuite s'est retrouvé frappé par des policiers qui étaient là. Le procureur a décidé de classer, enfin, est en train de classer sans suite parce qu'il n'est pas parvenu à identifier les policiers qui étaient auteurs des faits. Et là, il y a une controverse avec la défense qui estime que l'IGPN n'a pas fait son travail. Mais par ailleurs, cette jeune femme où le procureur reconnaît que des violences illégitimes graves ont été commises à son encontre, mais qui classe, elle a pour autre malchance le fait que il n'y a aucune image ou très peu d'images sur ce qui lui est arrivé. Et ce qui montre bien que effectivement, le problème de l'image est importante sur ce genre de cas, y compris pour des douaniers, éventuellement pour des douaniers, des policiers. De toute manière, le propre, effectivement, dans une société, dans un état de droit, c'est qu'il y a visibilité de l'action des forces de police. Et si je peux me permettre, mais c'est vrai que cette visibilité-là, pendant des années, elle n'existait pas quand comment dire, ce qui pouvait se passer en banlieue, qui n'était pas filmé, etc. Enfin, ces violences-là qui ont eu du mal à remonter, en fait, comment dire, elles ont aussi donné naissance, vous savez, au cop watching, c'est-à-dire aux images qui étaient filmées pour prouver finalement qu'il y avait des violences illégitimes sur les populations. Et je dis ça pour dire que le débat aussi, pour répondre à la question de tout à l'heure, mais que la société est peut-être aussi plus mûre. Et la preuve, je prendrai aussi l'exemple du film de Lajli, Les Misérables, qui raconte, qui montre que cette pratique du cop-watching a été nécessaire et utile et constitue une forme de contre-pouvoir. Je pense qu'il y a une maturation, une maturité plus grande de la société là-dessus, qui a ouvert les yeux, quoi. J'ajouterais juste à ce que vient de dire Aude que tout à l'heure, l'internaute demandait est-ce que la société est plus violente aujourd'hui, j'en sais rien. Moi, je pense que par exemple, la police française aujourd'hui n'est pas nécessairement plus violente que celle d'hier. En revanche, il y a eu une évolution absolument majeure, et l'évolution majeure, c'est celle-là, c'est-à-dire, sans faire de la pub pour le téléphone, c'est le fait qu'on ait tous dans la poche la capacité de filmer ce qui se passe, et de deux, ce qui change énormément de choses, c'est qu'on ait tous la capacité de le diffuser, c'est-à-dire que même l'arrivée de la 4G par rapport à ce qui se passait avant, permet aux gens de diffuser quasiment en direct ce qui se passe, par exemple, dans une manifestation. J'étais sur des manifestations là, il y a 2 semaines. Je voyais même des policiers eux-mêmes qui regardaient sur leur téléphone BFM TV en direct sur leur téléphone pour savoir ce qui se passait dans la manifestation. Donc, il y a un côté information qui circule beaucoup plus vite, avec une part de l'image qui est extrêmement importante. Et ça, la police nationale a mis du temps à s'adapter. Énormément de policiers ont mis du temps à comprendre que désormais, la plupart de leurs actions sont potentiellement filmées, que ça soit par des téléphones de personnes, par la vidéosurveillance qui s'est quand même répandue dans beaucoup d'endroits. Le Monde est plutôt un journal attaché aux libertés publiques et a plutôt combattu la vidéosurveillance. Il s'avère que dans les derniers cas de violence policière, par exemple l'affaire Théo, dont on a raconté les détails il n'y a pas longtemps dans Le Monde, c'est la vidéosurveillance qui en fait permet de se rendre compte des actions des policiers extrêmement problématiques. Voilà. Et il y a cette évolution technologique à laquelle énormément de policiers ont du mal à s'adapter, énormément de pratiques un peu discrétionnaires qu'ils avaient avant, soit discrétionnaires ou violentes, mais qui pour eux rentraient dans le quotidien de ce qu'ils pouvaient faire. Parfois une claque qui part, voilà, des gestes comme ça. En fait, ils se rendent pas compte que maintenant tout peut être filmé. Et en fait, ils le comprennent dernièrement, et c'est ce qui en partie motive la loi sécurité globale dont parlait Aude tout à l'heure. Dans la loi sécurité globale, il y a évidemment l'article qui restreint la possibilité de diffuser sur les réseaux sociaux l'image des policiers, mais de l'autre côté, il y a un article extrêmement intéressant qui permet à la police nationale d'utiliser en direct
à des fins de communication, donc pas à des fins judiciaires, mais à des fins de communication, les images captées par les caméras piétons des policiers. Et ça, clairement, on voit qu'à travers ce texte de loi-là, ils ont compris quelle était l'importance de l'image et ils essayent de récupérer la main sur tout simplement ce qu'est le récit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le récit, il est fait par tous ces reporters dont parlait Aude tout à l'heure, qui sont nombreux dans les manifestations, reporters indépendants qui filment tout et qui ensuite diffusent tout en direct sur les réseaux sociaux. On n'est pas là pour débattre de la qualité de journaliste, qui est là, qui est journaliste, qui ne l'est pas, etc. Il diffuse une information en direct sur les réseaux sociaux, donc il rapporte une information. Et aujourd'hui, c'est eux qui écrivent le récit de ce qui se passe. Et demain, la police essaye de limiter ce flux-là et d'avoir son propre canal de communication pour raconter elle-même le récit des manifestations et notamment toutes les violences dont les forces de l'ordre font l'objet dans les manifestations, violences qui sont réelles avec... quand on couvre les manifestations, on se retrouve parfois du côté des policiers, parfois du côté des manifestants. Quand on est du côté des policiers, on mesure tout ce qu'ils prennent, en termes de projectiles, de jets. Voilà, c'est extrêmement chaud pour eux aussi. Et donc, ils veulent avoir la main sur ce récit pour raconter cette partie-là du récit. Merci Nicolas. Alors d'abord, désolé pour les problèmes techniques. Un grand merci à Jérôme Cheval qui m'a remplacé au pied levé pour introduire cette discussion. Là, on est à peu près à mi-parcours. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur lemonde.fr et que Jérôme s'en fera le relais. Jérôme, justement, des questions qui viennent des internautes. Bah oui, pour compléter le propos de Nicolas, effectivement, il y a Sergio qui dit « mais est-ce que des caméras partout, c'est à ça qu'on doit arriver ?» Et puis, plus largement, sur les solutions, il y a Blash qui nous dit « mais quels sont les contre-pouvoirs qui existent face à une éventuelle dérive autoritaire ?» Caméra. Alors, non, moi, juste un... Moi, je suis incompétente sur les caméras piétons. Juste un mot. Je pense que la question de savoir est-ce qu'il faut tout filmer, en fait, elle est obsolète. La réalité, c'est que tout va être filmé. Tout va être filmé. Tout est déjà énormément filmé et tout va être filmé à l'avenir. Il y a la question des drones qui est en train de se développer, qui fait aussi l'objet d'un article de loi, d'un article dans la proposition de loi sécurité globale. On va vers une société où absolument tout sera filmé, avec des digues qui sont tombées au fur et à mesure. Et puis, potentiellement, comme je le disais avec le téléphone portable, chaque citoyen est lui-même éventuellement producteur d'images. Donc, cette question-là, finalement, elle va se régler d'elle-même. Sur la question de la dérive autoritaire, moi, dérive autoritaire, le terme me pose problème. Je parlerais plutôt d'un virage sécuritaire, comme on l'a fait, je crois, en Une du Monde. Il y a un virage sécuritaire, mais ce virage, ça fait longtemps qu'il a été pris et on est toujours en train de tourner. C'est-à-dire que c'est pas que de ce quinquennat-là, les précédents pouvoirs, motivés principalement par les attentats terroristes, ont pris un certain nombre de dispositions au fur et à mesure pour renforcer ce que disait Caroline tout à l'heure, l'aspect sécurité des lois, et au fur et à mesure avec une restriction des libertés publiques. Ça, c'est indéniable. Le fait que, par exemple, la première loi quasiment qui a été votée dans ce quinquennat, ça soit la loi dite SILT, qui inscrit une partie de l'état d'urgence dans le droit commun, et évidemment une restriction des libertés des gens. Donc, moi, je parlerais vraiment d'un virage sécuritaire qui a été pris depuis longtemps et dont on ne voit pas très bien, en réalité, comment il s'inverserait. Parce qu'on voit qu'à chaque fois qu'il y a une tentation de modération, en général, il y a un événement qui vient remettre quelque chose dans la machine avec une dimension très émotionnelle. Et là, on parle, par exemple, de l'assassinat de Samuel Paty en octobre, qui a touché évidemment tout le monde au cœur. Il s'agit d'un professeur, c'est l'école de la République qui est touchée par un jeune homme de 18 ans, avec l'aide de collégiens. Après une polémique mensongère sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui ne vont pas dans notre époque, qui sont comprises dans cette affaire-là. Et on voit bien qu'avec cet attentat extrêmement brutal, extrêmement violent pour le peuple français, que, par exemple, une partie de la loi sur les séparatismes se trouve justifiée par là. Et donc ce virage, ça commence à voilà, on voit pas très bien comment la dynamique va s'inverser. Alors Caroline, l'internaute demandait quels sont les contre-pouvoirs face dans ce virage. Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel, c'est les médias, c'est quoi? Très compliqué. Bon, d'abord, il y a effectivement
tout ce qui est un peu tout ce qui sont les cours supérieures de justice, que ce soit le Conseil constitue, que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont deux institutions d'ailleurs qui dernièrement ont été au cœur du débat politique, puisque et c'est là qu'on voit que le débat est difficile. Suite à l'assassinat, à l'attentat terroriste par un islamiste radical contre Samuel Paty, plusieurs voix se sont élevées dans le débat politique et qui n'étaient pas uniquement des voix du Rassemblement national, par exemple, pour estimer, au nom de l'efficacité de la lutte antiterroriste, que fallait un peu en finir avec les digues que posait le Conseil constitue ou la Cour européenne des droits de l'homme, dont on voit bien que là, donc, il y a une tentation au nom de l'efficacité de dire, bon, en gros, ces juges qui nous disent ah ben non, vous pouvez pas faire ça, ou voilà, ils nous emmerdent un peu, quand même un peu. Bon, voilà, ça. Donc eux ont un rôle de contre-pouvoir, mais de toute manière, le problème, c'est un problème plus général et qui montre un peu les limites auxquelles est arrivé quelque part une certaine forme d'exercice du pouvoir dans la Ve République. Le souci, c'est que les majorités de gouvernement sont de plus en plus restreintes, et donc la complexité et tout gouvernement, Hollande l'avait constaté, Macron le constate quelque part maintenant, c'est-à-dire que maintenant un exécutif gouverne avec 20%, 25% du premier tour et voilà, et de temps en temps, en utilisant les moyens que lui donne la Constitution, il a tendance à vouloir un peu passer en force, etc., en utilisant ses prérogatives constitutionnelles, hein, il n'y a rien d'anormal là-dessus. Mais du coup, on a un Parlement qui se trouve un peu atrophié, on a un système des institutions qui ne respire pas, donc le contrôle parlementaire, bon, par exemple, le contrôle parlementaire sur par exemple, l'action policière, etc., n'existe pas. Le contrôle parlementaire, plus généralement, de l'action publique n'existe pas. Donc, tout ça pose également la question de, bon, comment on fait un peu respirer tout ça et comment, effectivement, dans une période de crise où un pouvoir a besoin d'être fort, et on le voit, ça renvoie à d'autres choses, ça renvoie à période de crise sanitaire, crise terroriste. Je crois que sur 5 ans, on a vécu, sur les 5 dernières années, on a vécu 3 ans sous le régime de l'état d'urgence, que ce soit l'état d'urgence lié aux attentats terroristes, que ce soit l'état d'urgence lié à la crise sanitaire, qui sont des régimes un peu exceptionnels où l'exécutif peut décider seul sans avoir à référer au Parlement. Bon, il est évident que tout ça n'est pas un fonctionnement durable, normal des institutions, et que, effectivement, dans les institutions telles qu'elles fonctionnent, il y a un besoin de contre-pouvoir fort qui, bon, ont bien du mal à exister, en tous les cas, dans le cadre institutionnel tel qu'il est aujourd'hui. Et qui, par ailleurs, tout ça fait que ça nourrit, y compris l'éternelle défiance vis-à-vis du politique. Tout ça est une question beaucoup plus large, mais on voit bien que, bon, voilà. Est-ce qu'on vogue de crise en crise, qui sont toutes des crises graves? L'état d'urgence peut se justifier après les attentats, on peut le considérer, peut se justifier en état de crise sanitaire, on peut le considérer, mais est-ce que on vogue au fil des crises d'état d'urgence en état d'urgence? C'est une vraie question. Et personne d'entre nous ne serait imaginé il y a 10 ans
que sur 5 ans, on aurait vécu 3 ans sous le régime de l'état d'urgence. Absolument. Aude, tu veux rajouter quelque chose, mais Oui. rapidement, qu'on puisse redonner la parole aux… Oui, non, mais effectivement, comme le dit Caroline, c'est un état d'exception qui dure, donc c'est forcément problématique sur le fond. Et pour aborder et rebondir plutôt sur ce que disait tout à l'heure Nicolas, comme lui, je ne vais pas dire s'il y a une dérive autoritaire. La tentation peut-être est là chez certains, et en l'occurrence, si la contestation était telle sur la loi sécurité globale, c'est parce qu'elle s'est pas attachée seulement à l'article 24, mais aussi à l'article qui concerne les drones, qui concerne les caméras piétons. C'est-à-dire que la technologie, ça invité aussi dans le débat. Et du coup, là où peut-être l'intention de départ peut être discutée, les outils qui la permettent aujourd'hui peuvent faire craindre une dérive et que si un pouvoir autoritaire s'en saisit, ça peut, je pense, devenir catastrophique. C'est pour ça que la contestation était aussi vive de mon point de vue. Merci. Jérôme, on revient vers toi. C'est exactement pour compléter ce que vient de dire Aude et Caroline. Il y a Phil35 qui nous dit, plutôt que d'État autoritaire, ne peut-on pas parler d'un État qui, au nom de la sécurité à court terme, met en place les outils qui seraient utiles à un État autoritaire, mais qui va rester après la crise et qui peut être dangereuse pour le futur? Oui, de toute façon, le problème, c'est qu'en la matière, il n'y a jamais de retour en arrière, il y a des effets de cliquet, quoi. Voilà. Et que par ailleurs, ça correspond à une demande sociale aussi. Il y a une demande sociale avec cette espèce de sophisme qui est toujours qui est toujours renvoyé du genre. Mais qu'est-ce qu'on a à craindre si on n'a rien à se reprocher? Oui, on a à craindre parce que une démocratie, la respiration démocratique, c'est pas ça, quoi. Et donc voilà. Mais bien sûr. Comme le disait Caroline tout à l'heure, il y a toujours des bonnes raisons au moment où on le fait de prendre des mesures sécuritaires. Par exemple, je pense au lendemain de, je ne sais plus si c'était l'attentat de Nice ou l'attentat de Samuel Paty. Je crois que c'est l'attentat de Samuel Paty. Il y a eu une perquisition réalisée, enfin, ce qu'on appelle les visites domiciliaires, c'est le nom poli pour les perquisitions, qui ont été réalisées, une 60aine de perquisitions qui ont été réalisées dans les milieux islamistes. Le pouvoir a assumé de faire des perquisitions qui n'avaient aucun lien avec l'affaire de Samuel Paty. Et Gérald Darmanin a envoyé un message, a dit c'est pour envoyer un message. On peut se poser, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la lutte contre l'islamisme politique dans ce pays est plutôt une bonne chose, que ce sont des idéaux qui sont très éloignés des nôtres, en tout cas au monde. Voilà, je pense que sur le fond des cibles, on n'a pas grand-chose à dire. En revanche, sur la méthode employée, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir qui envoie un message en usant du pouvoir judiciaire, du pouvoir administratif? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que demain, si un autre type de pouvoir, si un autre type de parti prenait le pouvoir, est-ce qu'il pourrait utiliser de mesures similaires avec d'autres cibles qui ne seraient pas forcément cette fois-ci éloignées de ce qu'on peut penser? Enfin, il y a toujours des bonnes raisons de prendre des mesures sécuritaires, et sur le coup, comme je le rappelais tout à l'heure avec l'attentat de Samuel Paty, il y a toujours l'émotionnel qui prend le dessus. Voilà. En revanche, je pense qu'on peut vraiment se poser la question, est-ce que l'assemblage de lois et l'assemblage de mesures administratives, et à mon avis, c'est surtout sur les mesures administratives que c'est le plus inquiétant, qu'on est en train de préparer, permet demain à un pouvoir d'avoir des mesures autoritaires extrêmement problématiques. Par certains aspects, on y va tout droit. Aude, tu voulais ajouter quelque chose ou on revient vers Jérôme? Non, mais c'est pour donner faire un petit pas de côté. Et de fait, effectivement, à chaque fois, il y a un événement qui justifie une nouvelle loi, une nouvelle disposition, un nouveau pas en avant. Et on se dit toujours, bah oui, forcément, on va essayer de se protéger d'un futur attentat, etc. Et donc, l'intention de départ de protection peut paraître anodine ou compréhensible. Mais pour imaginer ce à quoi ça peut mener, je conseillerais tout le monde de regarder peut-être le documentaire qui a eu le prix Albert Londres. Alors nous,
on l'a eu en presse écrite, c'est Alan Caval qui l'a eu pour Le Monde, mais pour l'audiovisuel, c'est un documentaire qui s'appelle « Tous surveiller 7 milliards de suspects » et qui montre jusqu'où ça peut aller et jusqu'où ça peut aller. Je vous laisse regarder le film, mais ça nous mène en Chine et ça nous mène avec les Ouïghours. Très bien, enfin très bien si je puis dire. Ouais. Jérôme, on va essayer d'accélérer. Ajoutera la culture et ça peut permettre de prolonger la question pour les gens qui nous écoutent. Absolument, tu fais bien. On va essayer d'accélérer un peu les réponses. Il nous reste une dizaine de minutes donc pour prendre le maximum de questions auprès de Jérôme. Alors justement, oui, sur les réactions à l'international, le fait que la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, l'ONU et les organismes de presse indépendants pointent du doigt le recours à la force et à l'intimidation dans les mouvements sociaux en France, est-ce que ça ne répond pas à la question qu'on a posée au départ? Peut-on parler d'une dérive autoritaire de l'État en France? C'est une question de « je m'interroge ». Donc, est-ce que la France est considérée comme un État désormais autoritaire par un certain nombre d'institutions internationales et d'associations? Non, je peux répondre. Non, ce sont des observateurs de ces institutions déjà qui ont rendu ces avis-là. Le fait qu'ils rendent ce type d'avis est extrêmement inquiétant pour la France, évidemment, puisque la France a été mise dans le même panier que certains pays dans lesquels, à mon avis, elle n'avait rien à faire là. Il ne faut pas non plus exagérer les choses, ça ne sert à rien, puisqu'il y a déjà des choses suffisamment graves. En revanche, ce qui est très intéressant dans ces avis qui ont été rendus à l'international, c'est qu'à mon avis, c'est l'élément majeur qui a fait bouger le gouvernement sur la question de la loi sécurité globale, que je pense que Emmanuel Macron a eu peur d'être fragilisé, notamment dans ses négociations au plan européen, sur le fait que le plan de relance était conditionné au respect de l'état de droit dans chacun des pays, et le fait qu'il soit remis en cause dans son propre pays a été, je pense, extrêmement blessant pour lui et pour son gouvernement, et que c'est ça qui finalement les a fait reculer, plus que la mobilisation en France qui était à l'appel de journalistes, dont la SRM d'ailleurs du Monde, mais dont on peut considérer qu'elle était beaucoup moins massive que certains mouvements sociaux qu'on a connus ces dernières années en France. Donc je pense que ça a eu un impact. La SRM, qui est la Société des rédacteurs du Monde, je le rappelle. Jérôme, d'autres questions? Oui, des questions sur le fameux Beauvau de la sécurité qui a été proposé par Macron et sur la maîtrise des syndicats. C'est Lectrice 75 qui nous pose cette question. Est-ce que les syndicats de policiers ne sont pas tout puissants et ne sont pas dans une surenchère électorale dans la mesure où ils ont été exclus de leur pouvoir de cogestion dans les commissions paritaires d'avancement des carrières? Donc ça a l'air un peu compliqué comme ça. Mais les syndicats personne n'est bien informé. C'est une question pour Nicolas, je crois. Pour expliquer très rapidement aux lecteurs qui ne sauraient pas de quoi on parle, les syndicats de police étaient associés jusqu'à présent dans les commissions paritaires aux nominations et en fait à la gestion au sens très large des ressources humaines au sein de la police nationale, et ils ont perdu en partie ce pouvoir-là. Et on pense que c'est en partie parce qu'ils avaient ce pouvoir-là qu'il y avait un très fort taux d'adhésion et un vote très important aux élections professionnelles. Et donc, il y a la peur de leur côté de perdre ce pouvoir-là. Ça mis de côté, est-ce que les syndicats de police sont tout puissants? La réponse est non. Ils ont la puissance que le ministère de l'Intérieur leur laisse et leur donne. Il y a eu une époque où les syndicats de police étaient drivés depuis le ministère de l'Intérieur, et puis petit à petit on les a laissés prendre leurs aises. Certains ministres, ils n'hésitaient pas à rentrer dans le bureau sans frapper de certains ministres, par exemple Christophe Castaner, et donc ils ont pris le pouvoir qu'on leur a laissé ces dernières années. Ils ont effectivement, il y a certaines professions dans ce pays qui ont des pouvoirs de nuisance plus importants que d'autres. Quand les conducteurs de métro s'arrêtent de travailler, ça nous impacte plus que certaines autres professions parce que d'un coup, il n'y a plus de métro. Les policiers ont un pouvoir de nuisance quand ils veulent se mobiliser qui est extrêmement important, même s'ils n'ont pas le droit de manifester en uniforme. Et là, ils le montrent en faisant une grève du zèle. Donc voilà. Je ne pense pas qu'il soit tout puissant. Je pense que c'est au ministère de l'Intérieur de gérer ce problème-là et que ce problème-là n'a pas été géré depuis des années avec des raisons principalement clientélistes. Jérôme. Oui, alors on a quand même quelques reproches de certains lecteurs qui dénoncent la dérive extrême gauchiste du monde. Donc j'aimerais bien qu'on réponde là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de ce genre de messages, Caroline. Alors, bon, d'abord, la dérive extrême gauchiste, excuse-moi, j'étais en train de passer à autre chose. La dérive, ça reste un concept
Il y a Le Monde, c'est des journalistes qui couvrent des manifestations, qui relatent ce qui se passe, qui continuent à porter l'ADN de ce journal qui, dans toutes les périodes, a défendu les libertés publiques. Il y a eu même des grands anciens qui ont laissé plein de traces en la matière. Il y a eu des gens qui très tôt se sont battus sur tout un tas de grandes causes, que ce soit contre la peine de mort. Il y a eu des gens qui ont pris des positions fort courageuses durant la guerre d'Algérie. Donc là, on parle de choses assez graves. Excusez-moi, la lumière s'éteint. Voilà. On te voit toujours. C'est pas grave. Donc, de toute manière, ça a toujours été l'ADN de ce journal. Et on le fait quels que soient les gouvernements, quels que soient les présidents, parce que c'est à peu près conforme à ce que cette rédaction a toujours eu comme conception de c'est quoi la vie dans une société démocratique et c'est quoi un état de droit. Donc, bon, voilà, ça me semble pas spécifiquement une dérive extrême gauchiste. Nous, notre rôle est de questionner les institutions, de regarder l'action publique, et de relater les choses la plus honnêtement possible. Quand il y a des violences à l'encontre des policiers, nous les relatons. Quand il y a des violences policières, nous les relatons. Voilà, mais on va pas être aveugle, quoi. On relate, et c'est ça le métier de journaliste. Ce n'est pas d'être légique, de voir un côté des choses et pas l'autre. Alors, encore une ou deux questions du côté de Jérôme. Oui, alors une question un peu ironique. Est-ce qu'on peut passer du Gaulois réfractaire au Français obéissant avec de telles lois? Oula, c'est conceptuel. Moi aussi, la lumière, on fait des économies d'énergie au monde. Je pense que le côté gaulois réfractaire qu'on a pu voir ces dernières années ne s'est pas perdu. Je pense que les Français ont gardé le goût de la manifestation, de la protestation. On peut le voir à travers les manifestations dans la rue. Je pense que l'année qui vient de passer avec les contraintes sanitaires a montré qu'on était peut-être un peuple plus obéissant que ce qu'on pouvait croire aussi. Puisque finalement, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été faits sur le non-respect des confinements, etc. Ce qu'on peut quand même constater, c'est que les confinements ont été très respectés dans ce pays, avec un certain nombre de personnes la grande majorité des Français qui a joué les règles du jeu. Donc, je pense que le Français est toujours réfractaire, parfois il l'est moins que ce qu'il penserait, je pense. Si on nous avait dit il y a un an que on trouverait normal que, par exemple, il y ait des drones qui circulent dans le ciel et qui nous donnent des ordres pendant le confinement pour rester chez nous, on se serait dit mais non, ça c'est une scène qui se passe en Chine communiste, et pourtant c'est une scène qu'on a vue en France ces derniers mois. Et que finalement aujourd'hui on trouve pas anormal, voilà. Donc je pense que la question des privations de liberté publique est une question qui est extrêmement complexe parce que, comme disait Caroline, il y a un effet cliquet toujours. C'est-à-dire quand on perd une liberté, il est très rare qu'on la regagne derrière. Et donc, c'est pour ça que le monde n'est pas dans une dérive extrême-gauchiste. Le monde est extrêmement attentif à l'ensemble de nos libertés publiques, l'ensemble des libertés de tous les Français. Voilà. Et si par dérive extrême-gauchiste, certains lecteurs entendent le fait qu'on en aurait par exemple trop fait sur les violences policières, je pense qu'au contraire, on a joué notre rôle de contre-pouvoir. Il y avait un déni d'État sur la question des violences policières. Le président de la République, le ministre de l'Intérieur qui nous disait ça n'existe pas.
Or, il se trouve que nous avons enquêté en profondeur sur toute une série d'affaires qui montrent des dysfonctionnements graves, des violences graves, mais des dysfonctionnements qui mettent en cause la hiérarchie, qui mettent en cause le fonctionnement systémique de la police française. Et donc que nous avons joué notre rôle de contre-pouvoir là-dessus. Est-ce qu'on l'a bien fait? Ensuite, c'est au lecteur de le décider, de lire ou non nos articles, mais c'est le rôle qu'on a joué. Une dernière question, Jérôme, si tu en as une. Oui, des questions. Beaucoup de gens qui sont frustrés par la durée du live, qui aimeraient que ça dure plus longtemps. Une dernière question sur l'adhésion citoyenne, qui n'est pas dans la culture française et plus largement pas dans les cultures latines, d'où le choix de stratégies moins participatives, notamment en ce qui concerne le Covid, dans les pays latins, en Italie, en Espagne et en France, contrairement aux pays scandinaves. Est-ce qu'il n'y a pas une vraie différence sociologique d'approche et d'acceptabilité? Compliqué, sans doute. En même temps, c'est également des pays. Alors après, c'est toujours la poule et l'œuf qui ont également des cultures politiques très particulières. Est-ce que c'est parce que ces pays sont culturellement différents? En plus, c'est toujours très compliqué d'essentialiser les réactions mais c'est vrai que en tous les cas, il y a des différences d'acceptation. Bon, mais c'est vrai que pour revenir sur le Covid, honnêtement, la population française, dans une très large majorité, a joué le jeu et a respecté les consignes qui lui étaient données. Donc voilà. Et quand on regarde également, c'est pour ça que ce concept latin, ce qui s'est passé en Italie après le choc qu'a connu l'Italie avec la première vague, les Italiens, le nord de l'Italie qui a été épouvantablement touché, a été d'une discipline incroyable. Donc je suis toujours un peu gênée sur ces Scandinaves contre latins, voilà. Mais en tous les cas, tout ça pose voilà, effectivement. En fait, les Français râlent, mais se conforment aux instructions. D'accord. Voilà. Bon, bah, écoutez, il me reste à vous remercier tous les trois. Remercier Jérôme Cheval qui m'a suppléé en début de cette rencontre. De remercier aussi Marianne Wakowiak qui est aux manettes de ce dialogue avec la rédaction. Et on vous donne rendez-vous demain à 18 h avec une rencontre spéciale avec Luc Bronner, qui est directeur de la rédaction du Monde depuis 2015, qui va changer de service à la fin du mois, donc qui va rejoindre les grands reporters et avec lequel on échangera sur 5 années très chargées dans le poste de pilotage de la rédaction du Monde. Merci, très bonne soirée.